Si vous me suivez, vous savez que j'ai plusieurs systèmes de chauffage dédiés à divers objectifs dans mon fourgon. Un chauffage autotherme 4D pour la cellule, un préchauffeur gasoil pour le moteur dans des conditions très froides et un chauffe-eau à échangeur pour l'eau chaude à bord avec 20 litres de contenance. Je suis globalement très satisfait de chaque matériel individuellement et ils fonctionnent tous très bien, y compris dans les conditions extrêmes de la Laponie en hiver. Quel intérêt donc à vouloir tout changer ? Lorsque j'ai conçu mon aménagement, je me suis beaucoup inspiré de mon expérience en bateau, notamment dans le choix du chauffe-eau. C'était, à ce moment-là, l'option la plus évidente à mes yeux, et je l'ai d'ailleurs largement exprimé dans une vidéo dédiée. J'avais aussi dans l'idée la question de la fiabilité, et donc de ne pas confier tout mon confort thermique, voire ma sécurité thermique par très grand froid, à un seul et même appareil. Mais dans la vie, l'expérience a une grande part, et aujourd'hui, après 2 ans de vie à bord, j'estime que même si mes choix initiaux étaient bons, puisqu'ils ont parfaitement fonctionné, il est désormais possible de les optimiser. En l'occurrence, cette optimisation, c'est la place, le poids et l'utilisation. Pour la place, c'est évident. J'ai 3 appareils, dont 2, le chauffe-eau et le chauffage, vraiment encombrants. Le préchauffeur est plus petit et surtout il est sous la caisse, et donc il n'empiète pas sur l'espace intérieur. Pour le poids, c'est aussi évident. 3 appareils pèseront toujours bien plus qu'un seul, et d'autant plus si cet appareil unique a à peu près le poids du plus léger des 3 autres. Mais j'y reviendrai plus tard. Mais surtout, l'élément qui pèse le plus dans mon système thermique à bord, c'est le chauffe-eau. Déjà par son poids propre, entre la cuve en acier et le groupe de sécurité, mais surtout par la réserve d'eau d'une contenance de 20 litres. Et le truc, c'est que ces 20 litres sont entre guillemets perdus en termes de stockage, puisqu'ils ne sont pas utilisables en cas de manque d'eau dans le réservoir principal. En été par exemple, où je n'utilise quasiment pas l'eau de mon chauffe-eau, puisque j'utilise un petit chauffe-eau solaire manuel, cette réserve d'eau est totalement inutile, sauf à quelques exceptions lorsque j'ai une vaisselle très grasse. Au final, mon chauffe-eau au total s'approche des 40 kg, et ça, c'est tout sauf de l'optimisation. Pour l'utilisation enfin, c'est moins flagrant mais tout aussi important. Aujourd'hui, mon chauffage à air pulsé envoie de l'air chaud sur chacune des zones de mon fourgon. La cabine, la cellule, la douche, le coffre à batterie et le réservoir d'eau propre. Et il le fait de manière indifférenciée. La seule manière pour moi de gérer le volume d'air chaud, et donc la chaleur dans chacune de ces zones, c'est de jouer sur le réglage de débit d'air des bouches de chauffage. Mais d'une part c'est manuel, ensuite c'est loin d'être précis, et surtout ça ne tient pas du tout compte des conditions de température globales. Pour vous donner un exemple, une ouverture de la bouche dans mon local batterie donnera une bonne température intérieure par 0 degré à l'extérieur, mais ce sera trop chaud à 5 degrés à l'extérieur et bien trop froid à moins 20. Ça m'impose donc d'intervenir souvent sur les bouches de chauffage, et si j'oublie, les conséquences peuvent être importantes pour les batteries notamment. L'idée est donc de remplacer ces 3 appareils par un seul, qui pourrait faire le job pour les 3 usages. Un peu comme le fait un chauffage Halde, mais en version Do-It-Yourself by Vendaventure, et donc bien moins cher, même si ça restera quand même un peu onéreux. Là, c'est un gain évidence de place et de poids. Et pour l'usage, c'est profiter d'un système à eau qui est plus souple à l'utilisation, avec la possibilité de mettre en place des vannes commandées par des thermostats qui permettent un meilleur ajustement de la température selon les zones. Lorsque j'ai initialement réfléchi à cette possibilité il y a quelques semaines, je suis parti dans l'idée de faire de mon préchauffeur moteur le centre du système. Mais après avoir retourné la question dans tous les sens, c'est pas une bonne idée. Tout d'abord parce que c'est une chinoiserie, comme je l'appelle, dans laquelle j'ai très peu confiance. Donc lui confier ma sécurité thermique pour mon retour en Laponie l'hiver prochain, j'ai pas très envie. Et en plus, vu que mon système devra être à l'intérieur pour éviter de perdre trop de calories, ça fera pas l'affaire, il me faut un système fiable et homologué, d'autant plus que je suis VASP. Ensuite, parce que la partie électronique de ce préchauffeur a été conçue pour une utilisation basée sur la température de l'eau qui sort de l'appareil. Et moi, je cherche un appareil capable de prendre en compte avant tout la température intérieure de la cellule, puisque c'est la fonction chauffage qui est prioritaire dans mon cas. J'imagine qu'il doit exister des hacks qui permettent d'utiliser une commande de chauffage à la place, mais j'ai pas vraiment envie de me lancer là-dedans, et d'autant moins que de toute manière, la première raison l'emporte dans tous les cas. J'ai donc changé mon fusil d'épaule, et je réfléchis désormais à une solution basée sur le système Flow 5D de Autotherm. Je suis totalement satisfait de mon chauffage de la même marque, donc j'ai confiance, il est homologué VASP, et enfin, il reste à un tarif abordable par rapport aux solutions Halde ou Webasto. Mais il faut quand même un petit billet de près de 700 €. Ceci dit, en revendant le chauffe-eau, le chauffage et le préchauffeur, ça limitera bien l'investissement. Le problème majeur avec cette chaudière, c'est l'altitude max de 1000 mètres. Selon Autotherm France, elle peut fonctionner de temps en temps jusqu'à 2000 mètres, passage de colle par exemple, mais au prix d'un encrassage assez fort. Et ça, c'est un vrai problème. Il existe une alternative chez Hébert pas cher, sur laquelle on peut installer un kit d'altitude, mais là on arrive à des tarifs quasiment du double. Sauf peut-être à chercher en occasion.
Il faut que je continue mes recherches. La chaudière définitive est une question que je n'ai pas encore totalement tranchée, mais au niveau de l'organisation du fonctionnement, je pars sur le principe du flow 5D, même si la chaudière au final est différente. Maintenant, il me faut schématiser l'ensemble. Et ça va pas être simple. Et quand c'est pas simple, comme toujours, je commence par lister mes besoins. Tout d'abord pour la fonction chauffage. Elle doit pouvoir fonctionner à l'arrêt, avec la chaudière en mode thermostat, mais aussi en roulant, avec un circuit de refroidissement commandé via une fonction thermostat. Ça, c'est le truc qui me fait un peu fumer les neurones depuis quelques jours. Ensuite, la fonction chauffe-eau. Je ne veux plus de réserve d'eau chaude. Un échangeur eau-eau performant permettra d'avoir de l'eau chaude à la demande, sans stockage, en mettant en route la chaudière. Plus simple, infiniment moins lourd, et pas de risque de gel. C'est tout bénef. Le seul problème, c'est que je perds mon côté eau chaude gratuite, entre guillemets, puisqu'elle est actuellement chauffée par le système de refroidissement de mon moteur, et que pour une douche, il faudra que je fasse tourner la chaudière. Ceci dit, c'est pas très important. Je me douche très rapidement et je consomme entre 5 et 10 litres à chaque fois, donc la chaudière va tourner quelques minutes, c'est pas vraiment ça qui va changer les choses. Enfin, la fonction préchauffage moteur. Le circuit de refroidissement moteur doit être séparé du circuit de chauffage en dehors de la période de préchauffage. Par très grande fois, sinon, le liquide de refroidissement peut devenir très négatif et ça ferait perdre de précieuses calories. Donc, là aussi, un échangeur eau-eau entre le circuit de refroidissement et le circuit de chauffage, avec une électrovanne qui s'ouvre lorsque la pompe s'enclenche pour le préchauffage, ça devrait faire l'affaire. Quand le système n'est pas en mode préchauffage, l'électrovanne est fermée et le liquide de refroidissement très froid n'est pas en contact avec l'échangeur et ne vient donc pas refroidir le réseau de chauffage. Ensuite, il y a la gestion des zones. C'est un élément important. J'ai identifié 6 zones pour mon système de chauffage. La cabine, qui doit rester hors gel. Elle est séparée par une cloison isolée de la cellule, donc c'est pas un souci. Le hors-gel, c'est pour éviter que le pare-brise soit givré le matin et pour pouvoir laisser des trucs dedans sans être inquiet du gel. Elle sera chauffée par un aérotherme basique et pas cher avec un thermostat. Ensuite, on a la cellule. C'est la zone prioritaire et celle qui déclenche le démarrage de la chaudière. Là, il me faut un aérotherme performant et silencieux de l'ordre de 30 kW de puissance à 70 degrés. Il y en a plusieurs sur le marché, je verrai ça un peu plus en détail un peu plus tard. Ce qui concerne la douche, avec un aérotherme comme celui de la cabine, commandé par un thermostat aussi, ça devrait pas mal marcher. Je la garde hors gel et je monte la température un quart d'heure avant de prendre une douche. L'échangeur eau-eau pour la production d'eau chaude reste lui connecté en permanence, ce qui permet quand la chaudière tourne d'avoir de l'eau chaude immédiatement à tous mes robinets. En ce qui concerne le coffre à batterie, là c'est important. Idéalement, la température ne doit pas y descendre sous les 15 degrés pour la longévité des cellules. J'ai déjà une alarme sur ma centrale de gestion qui m'indique si ça descend à 12 degrés. Pour le chauffage, je vais plutôt partir sur un aérotherme identique à celui de la cabine, commandé aussi par un thermostat. Le volume du coffre est très réduit, il devrait y faire très vite chaud. Pour le réservoir d'eau propre, il ne faut pas que ça descende sous les 5 degrés pour être certain que ça ne gèle pas. Je vais ajouter un capteur de température au fond du réservoir, là où c'est le plus froid. Même si je n'ai pas encore eu de gel, je me rends compte qu'il me faut cette donnée. Là, je vais simplement faire courir un tuyau autour du réservoir, pas besoin de plus, ça permettra en hiver que sa température ne descende pas trop bas. Il y a enfin le réservoir des eaux usées. Il gèle souvent malgré les deux résistances et je vais monter une extension du circuit de refroidissement moteur et faire passer le tuyau dans le réservoir avec 2 presse-étoupes. C'est une solution qui me semble plutôt intéressante et qui me permettra de garder mon réservoir d'eau usée systématiquement dégelé sans avoir à consommer de l'électricité avec des résistances. Donc au final, ça, c'est tout bénef. Voilà donc pour les zones. Chacune d'entre elles doit pouvoir être activée indépendamment des autres. Ça me permet d'avoir beaucoup de souplesse sur la gestion. Il me faut donc un système de gestion centralisé pour pouvoir activer chaque zone. Pour ça, je vais utiliser des électrovannes ou des aérothermes commandés par un 3e boîtier de commande similaire aux 2 autres que j'utilise déjà. Ils marchent très bien, je suis habitué à les avoir, donc ça va être simple à mettre en place. Au niveau du schéma d'installation, ça donne ça. Le circuit de refroidissement moteur est branché sur un échangeur eau-eau. Sur l'autre entrée, il y a le circuit de chauffage. Une électrovanne est montée juste avant l'échangeur. Lorsque la vanne est fermée, il n'y a pas d'échange thermique entre le circuit de refroidissement et le circuit de chauffage. Cette électrovanne, normalement fermée, pourra être ouverte par un bouton sur le boîtier de commande, soit pour préchauffer, soit en mode route pour garder du chauffage dans la cellule. En mode préchauffage, la vanne est ouverte et la pompe sur le circuit de refroidissement est démarrée. Le liquide circule dans le circuit de refroidissement et passe par l'échangeur. Il faut que la chaudière soit en mode permanent à ce moment-là. Pour le circuit des eaux grises, la durite qui va passer dans le réservoir aura aussi une électrovanne pour éviter de chauffer les eaux grises quand il fait déjà chaud dehors et d'aller générer encore plus de bactéries que ce qu'il y en a déjà. Ensuite, chaque zone de chauffage de la cabine est commandée soit par une électrovanne, soit par la mise en route du ventilateur de l'aérotherme. Dans certaines zones, l'ensemble est géré par un thermostat.
Pour ce qui est de l'aérotherme de la cellule, il est commandé par l'alimentation de la pompe du chauffage. Quand le chauffage se met en route, l'aérotherme aussi. Si le chauffage est arrêté et que je roule, l'aérotherme est alors commandé par un thermostat. Enfin, chaque zone est montée en parallèle sur le circuit général. Il y a un vase d'expansion et un purgeur. Pour le schéma électrique, voilà l'idée. C'est un peu complexe, mais pour chaque type de zone, voilà un schéma détaillé. Chaque zone a une vanne ou un aérotherme dont le ventilateur est relié à un bouton de commande et à un thermostat. Pour les réservoirs, c'est le plus simple. Le boîtier commande directement l'électrovanne. Ça marche, c'est ouvert ou c'est fermé. Pour la douche, la cabine et les batteries, ils ont chacun un bouton assigné qui commande l'aérotherme via un interrupteur thermique et un relais. En mode préchauffage, un bouton commande un relais qui alimente l'électrovanne sur le circuit de refroidissement moteur et la pompe du même circuit. Et enfin, le plus compliqué, le mode route. En roulant, lorsque le mode route est activé, la vanne est ouverte et la pompe sur le circuit de chauffage est démarrée. L'aérotherme de la cellule est alors commandé par un interrupteur thermique via un relais. Ça permet de ne pas trop monter la température de la cellule sur les gros trajets. Voilà où j'en suis de ma réflexion. Ça fait un peu usine à gaz, j'en ai conscience, mais je pense qu'une fois installé, ça devrait être bien plus simple. En tout cas, je l'espère. Le seul problème que ça me pose pour l'instant, c'est la fiabilité. En cas de panne de la chaudière, je n'ai plus de chauffage, plus d'eau chaude et plus de préchauffeur. Par très grand froid, ça peut devenir un vrai problème. La question pourrait être réglée avec une chaudière de rechange, mais là le tarif va vite devenir prohibitif. La solution serait peut-être de garder le préchauffeur actuel en rechange et chercher un boîtier de commande compatible avec mon utilisation. Pourquoi pas? Ou alors j'ai aussi la solution de laisser tout simplement mon autotherme 4D installé sans rien toucher. Ça aurait aussi l'avantage de régler la question de l'altitude, puisque dans ce cas, je pourrais utiliser le 4D qui a fait ses preuves dans ces conditions et revenir au chauffage par eau sous les 1000 mètres. Sachant que globalement, le temps de road trip passé au-dessus de 1000 mètres est assez marginal. À voir au fur et à mesure que le projet avance et que j'aurai plus d'infos sur les différentes solutions. Je ferai bien entendu plusieurs autres vidéos sur le sujet au fur et à mesure de son avancée et une vidéo de test une fois que tout sera opérationnel. Et en attendant de voir si je vais réussir à installer ce système un petit peu compliqué, si vous voulez savoir comment mon van Maurice s'est comporté par moins 29 degrés, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à la prochaine, ciao!